coucou, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mercredi 27 avril. Je vous ai filmé mes petits achats, derniers achats aquarelles. Vous l'avez vu dans le précédent vlog. Là j'avais envie d'enchaîner dans une nouvelle vidéo avec ma lecture en cours. Je suis en train de lire le tome 6 de la saga Les 7 Sœurs de Lucinda Riley, et donc c'est le tome qui concerne Electra. Le tome s'intitule La Sœur du Soleil. C'est un tome que j'ai mis beaucoup de temps à décider à lire en fait, parce que tout simplement en format poche, je crois sur Amazon, j'ai vu qu'il y avait 900 pages, donc je me suis dit waouh. Sur ma Kindle je crois qu'il y a 750 pages, donc il y a un petit peu moins. Ça fait quand même un gros roman. D'autant plus qu'Electra c'est la sœur que j'aime le moins, j'aime pas trop, et je me suis dit waouh, de me taper autant de pages avec un personnage que j'aime pas trop à la base, ça va être compliqué. Mais étant donné que j'ai vraiment envie de finir cette saga que j'adore, hein, j'adore vraiment cette saga, je voudrais bien pouvoir lire le tome 7. Je me suis dit bah, c'est bon quoi, décide-toi, il faut que tu le lises, le tome 6. Je l'avais déjà acheté l'année passée, mais voilà, je m'étais toujours pas décidée. C'est une histoire que j'avais pas envie de lire du tout en hiver, parce que ben voilà, Sœur du Soleil, tu sais, j'avais envie de la lire plutôt au printemps-été. Et là, eh bien, j'ai eu l'envie m'est venue. Voilà, je me suis dit, j'ai envie de me replonger dans les 7 sœurs, parce que l'année passée, j'avais découvert les 5 premiers tomes, vraiment pendant cette période-ci, au printemps. J'avais adoré lire ces histoires au soleil, et j'ai eu envie de continuer cette aventure et cette découverte ben voilà, avec la suite de l'histoire. Je me suis donc lancée dans le tome d'Electra, et franchement j'adore. Franchement j'avais énormément d'a priori, mais des a priori totalement infondés, parce que l'histoire est super chouette. Je suis à 60% de lecture, donc franchement ça fait combien de temps que j'ai commencé? Je crois que ça fait un peu moins d'une semaine, donc franchement ça se lit très vite. Franchement j'avais peur, mais c'est très très chouette comme histoire. Je la trouve pas mal différente des autres, parce que ici si vous connaissez pas le principe de ces histoires là, en fait on suit donc une jeune femme, donc elles sont 6 sœurs. On va suivre chacune des sœurs dans sa vie présente. Elles ont été adoptées donc par un homme, et cet homme vient de mourir, et il a laissé une lettre à chacune avec des indices sur ses origines. Donc l'origine à chaque fois de la fille adoptée, hein. Et donc chacune va partir à la recherche de ses origines et va essayer de comprendre d'où elle vient, quelle est son histoire. Ici d'habitude, si vous voulez, vous avez donc la petite introduction, vous avez la vie présente de la sœur, on comprend un petit peu où elle en est dans sa vie, etc. Et très très vite on passe à la version passée, où on va suivre son ancêtre. On alterne comme ça passage au présent, passage au passé. Pour Electra, le passage au passé arrive très très tard. On la suit vraiment très très longtemps dans le présent. Ensuite on va finir par arriver dans le passé. Je trouve que le passage est très court. Je ne saurais pas vous dire combien de pages parce que j'ai pas fait attention, mais ça m'a semblé extrêmement court. Ensuite on revient directement dans le présent. On suit de nouveau Electra. C'est de nouveau hyper long, c'est le passage dans le présent. Et là je suis de nouveau dans le passé. Je suis à 60% de lecture, donc comme je vous le dis. Et c'est seulement la deuxième fois qu'on retourne dans le passé, et les passages sont pas très longs. C'est différent des autres tomes. Pour autant ça me dérange pas, parce qu'en fait j'aime bien Electra. Je la découvre vraiment. En fait c'est une jeune femme qui... c'est pour ça aussi que c'est fort différent des autres tomes, parce que dans les autres tomes, si vous voulez, les sœurs sont quand même assez équilibrées psychologiquement. Bon voilà, c'est pas, sont des filles assez calmes, sont pas vraiment de vice ou quoi que ce soit. Ici Electra, elle est alcoolique et elle se drogue, elle prend de la coke, donc elle est mannequin, elle est hyper célèbre, vraiment très très célèbre, tout le monde la reconnaît en rue. Et voilà, elle a ces deux addictions là qui sont qui prennent toute la place dans sa vie. Et si vous voulez, on va la suivre à travers ses addictions. Elle va finir par aller en cure de désintoxication, donc on va la suivre pendant sa cure également. On va suivre, si vous voulez, tout son cheminement psychologique. Qu'est-ce qu'elle ressent? Pourquoi est-ce qu'elle boit? Pourquoi est-ce qu'elle se drogue? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et en fait moi je trouve ça très intéressant, parce qu'on découvre vraiment une jeune femme qui à la base est très colérique, mais on découvre que
Il y a une raison en fait à ça. Et ce qui montre aussi que les gens sont pas comme ils sont par hasard, qu'il y a toujours quelque chose derrière et qu'il faut gratter cette couche qui est parfois hyper épaisse pour découvrir en fait vraiment le nœud du problème. Du coup en fait moi les passages au présent où on suit Electra, donc ces passages qui sont quand même hyper longs, hein, je tiens à le dire, eh ben ça me dérange pas parce que j'aime bien Electra et j'aime bien, voilà. Franchement ça ne me semble pas long quand je suis dans ces passages là, je saute pas de paragraphe ni rien, je prends beaucoup de plaisir à lire cette histoire. Quand on est dans le passé j'aime beaucoup aussi, j'aime bien suivre son ancêtre, donc là on va suivre Cécilie et on va se retrouver donc au Kenya. Cécilie qui, contrairement à ce que j'aurais pu croire moi à la base, n'est pas noire, hein, elle est américaine, elle est blanche et voilà. Pour l'instant je comprends pas trop le rapport entre cette personne et Electra qui, Electra est noire, hein, complètement noire d'Afrique profonde et voilà. Pour le moment où j'en suis, j'aime beaucoup, je trouve ça très chouette et c'est dommage que j'ai eu des a priori comme ça, donc je voulais vous dire que si jamais vous avez des a priori pour cette histoire là, sachez que c'est quand même super sympa. Et moi vraiment je prends beaucoup de plaisir à lire ce tome là, mais je pense que ce qui est bien c'est d'avoir mis beaucoup de distance entre les précédents tomes et celui-ci. J'ai mis... je sais plus de quand date la lecture du tome 5, j'essaierai de retrouver l'info et de vous la noter. Mais du coup ça fait longtemps en fait que j'ai plus lu un Lucinda Riley et du coup ça me fait du bien de retrouver cette autrice que j'adore. Donc voilà, mon petit point lecture pour le moment. La prochaine fois que je vous retrouverai, je vous parlerai probablement de la fin de ce livre. Donc je vous donnerai mon petit avis global sur ce tome là. Et je vous parlerai du prochain livre que je compte lire, qui sera un livre de fantasy puisqu'on entre dans le mois de la fantasy. Merci Steph de Piketty Bookin. Je vous ai fait une vidéo sur ma pad. Donc tous les livres que je prévois lire qui complètent en fait le menu du challenge. Je sais pas si vous verrez cette vidéo, vous la verrez sans doute avant celle-ci. Je pense que je l'aurai déjà publiée. Si jamais je vous la laisserai ici dans le petit i. Voilà, donc ce sera de la fantasy pour ma prochaine lecture, ça c'est certain. Et coucou, je vous retrouve avec cette petite aquarelle. Voilà la toute première que j'ai réalisée avec ma nouvelle palette Sennelier. Et mon papier 100% coton, voilà. Je vous avoue que j'ai pas choisi la facilité pour commencer à tester ce matériel. Bon, je le savais en commençant mon aquarelle, hein. Je savais que je m'attaquais à quelque chose de peut-être trop compliqué pour moi. Je vous avoue que c'est pas du tout, enfin pas du tout, non ça ressemble à l'aquarelle sur laquelle je me suis basée, hein. Donc j'ai suivi un tuto sur YouTube, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Après c'est pas aussi bien forcément que l'aquarelliste, ça c'est clair. Mais je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai eu pas mal de frayeurs pendant l'élaboration de cette aquarelle. On voit très clairement, voilà, en fait, si vous voulez, ici le soleil, normalement, il fallait... moi j'ai mis du fluide de masquage. Ce qui fait que c'est fort rond et en plus en retirant le fluide de masquage, j'ai arraché un peu du papier. On est content, on est ravis, c'est génial, j'avais envie de pleurer. Bref, normalement, voilà, dans l'aquarelle de la fille, c'est très, comment dire, atténué tout autour. Moi, voilà, c'est très net parce que j'ai mis du fluide, elle n'en avait pas mis, mais je vous avoue que j'avais hyper peur de ne pas parvenir à laisser un emplacement pour le soleil. Donc, j'ai préféré jouer la sécurité et utiliser du fluide de masquage. Mon ciel, je le trouve assez bien réussi. Les nuages, je trouve que j'ai vraiment pas trop mal géré la fusion de couleurs. Clairement, ça fonctionne mieux sur le papier 100% coton que sur le papier en cellulose, hein. Il n'y a pas photo, ça fonctionne mieux. Ensuite, là, j'ai foiré, hein. Voilà, c'est une... normalement, en fait, c'est une montagne. Et c'est censé être bien délimité et avec un petit peu de blanc autour. Moi il n'y a pas de blanc, voilà, ça c'est déjà une chose. Et en plus en fait c'était pas sec, donc si vous voulez, quand j'ai fait la montagne tout a fusionné. Donc j'étais contente, je me suis dit bon, j'ai essayé de frotter avec un papier, ça n'a pas fonctionné comme vous vous en doutez. Mais voilà, ça c'est vrai que ça se voit quand même assez fort, c'est pas top, mais bon. Voilà, c'est une autre petite erreur. Ensuite, quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire, c'est les rayons du soleil. Dans sa vidéo, elle trempait son pinceau dans l'eau et elle retirait les pigments simplement avec de l'eau.
Mais moi quand je fais ça, en fait tout ce que ça a fait c'est que ça a étalé la couleur. Donc je ne comprends pas comment faire. Je n'ai pas réussi. C'était rebelote ici pour les rayons du bas. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris en fait un chiffon et j'ai carrément retiré la couleur avec le chiffon. Parce qu'avec le pinceau humide, eh ben ça fonctionne pas. Alors à mon avis je m'y prends comme un manche, mais je n'y arrive pas. Ensuite ici pour les petites fleurs, ben, j'avais mis du fluide de masquage. Ensuite je l'ai retiré et puis j'ai rajouté du rose opéra et je ne sais plus quelle autre couleur, un peu une couleur un petit peu rouge. Voilà, je trouve que ça donne quand même plutôt bien. Bon, les rayons du soleil sont là, hein, on voit, voilà, c'est... Quand vous regardez comme ça, c'est pas moche. Franchement, je trouve ça pas moche. Après, je sais ce que ça aurait dû faire. Je connais l'aquarelle de base. C'est moins joli, mais sinon je suis quand même plutôt contente. Donc voilà, j'ai utilisé ma super palette Sennelier qui est maintenant un petit peu crade. Je suis triste, mais c'est comme ça. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer à chaud l'aquarelle que je viens de faire. Là, je viens de la terminer il y a 10 minutes. Je crois que tout n'est pas encore sec au niveau des fleurs, mais c'est quasiment sec. Donc voilà, ma petite réalisation dont je suis quand même assez contente. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma dernière lecture. On est aujourd'hui le lundi 2 mai, le mois de la fantaisie a commencé et d'ailleurs je vous parlerai de la lecture que j'ai décidé de faire pour entamer ce mois de la fantaisie. Mais tout d'abord je voulais vous revenir sur le roman La Sœur du Soleil, donc c'est le 6e tome de la saga Les 7 Sœurs de Lucinda Riley. Lucinda Riley nous emmène ici au Kenya et plus particulièrement au sein de la tribu Maasai, même si pour le coup j'ai trouvé que les éléments donnés par rapport à ce peuple sont assez pauvres. J'aurais aimé découvrir un peu plus l'histoire de ce peuple. Contre toute attente, ce tome est franchement le deuxième que je préfère parmi les 6. Donc mon préféré ça reste toujours le tome 1. L'histoire de Maya, et maintenant eh bien mon deuxième préféré c'est ce qui est en deuxième position, c'est La Sœur du Soleil. J'ai beaucoup aimé découvrir Electra, j'ai beaucoup aimé son histoire et contrairement aux autres tomes où je préfère toujours l'histoire dans le passé, ici j'ai autant aimé l'histoire dans le présent que l'histoire dans le passé. Je trouve que l'histoire dans le présent est plus longue que l'histoire dans le passé, mais c'est super intéressant et surtout j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément de longueur. Moi j'ai pas eu ce sentiment de ne pas avancer dans le roman. On suit vraiment Electra dans tout un processus de reconstruction parce que Electra, donc comme je vous l'ai dit, est alcoolique et se drogue. Elle est quand même très loin dans ses addictions et eh bien elle va prendre la décision à un moment donné de se faire soigner. Donc on va vraiment suivre tout son processus. J'ai trouvé que l'autrice s'était extrêmement bien documentée par rapport à tout ça, les cures de désintox et compagnie. Elle met quand même le doigt sur des sujets très sensibles, hein. Voilà, la drogue aux États-Unis, les cartels, etc. Elle en parle quand même beaucoup dans le roman et j'ai trouvé que du coup en fait, contrairement aux autres tomes, ici il y a vraiment le doigt qui est mis sur une problématique de société et que en fait l'accent est beaucoup moins mis sur l'histoire dans le passé. Mais ça ne m'a vraiment pas dérangée. Moi j'ai beaucoup aimé et finalement Electra en fait à la fin de ma lecture je peux dire que j'aime beaucoup Electra et que j'ai beaucoup de compassion pour elle. J'ai trouvé très triste son histoire, l'histoire de sa maman, donc je vais pas trop vous en dire, hein, je vais pas spoiler, mais j'ai trouvé que le passage où elle découvre enfin qui était sa mère et ce qui lui est arrivé, j'ai trouvé ça extrêmement triste et enfin très poignant. Voilà. Je trouve que Lucinda Riley a vraiment fait un super boulot avec ce roman là. C'est bien documenté, on sent en fait que c'est plausible et comme d'habitude avec Lucinda Riley ce que je trouve c'est que ces héroïnes plutôt ici sont plausibles. En tout cas ici pour Electra j'avais vraiment l'impression qu'elle parlait de quelqu'un qui a vraiment existé. Et aussi pour ça je sais que c'est à chaque fois une impression que j'ai par rapport aux héroïnes du passé, dans l'histoire passée. Je trouve que ouais, les héroïnes sont très plausibles parce qu'en fait elles ne sont pas des femmes parfaites, elles ont plein de défauts et Lucinda Riley les met en lumière et voilà, t'as l'impression en fait que ce sont des vraies personnes et moi j'aime bien, même si ça reste des histoires de fiction. Ici aussi donc comme je vous l'ai dit on va se retrouver en Afrique et donc on va aussi être confronté à la place des Noirs en Amérique. Toute la difficulté qu'ils ont eu pour
pour réussir à avoir les mêmes droits que les blancs dans les années, c'était années 50 je crois, 50-60. Et voilà, moi c'est une thématique que j'aime bien. J'ai trouvé que c'était vraiment bien exploité, que c'était super intéressant. J'ai pas vu les 750 pages passer. Franchement, j'ai lu ce livre très rapidement. Ça m'a pas semblé long et j'ai vraiment adoré. Franchement, j'avais de gros a priori et ces a priori n'étaient pas du tout fondés. Donc du coup, je suis vraiment contente d'être passée au-dessus et d'avoir découvert ce tome parce qu'il vaut vraiment la peine. Là du coup, il me reste le dernier tome, le 7e. Et c'est ça qui est cool parce que le tome 6 se termine par un cliffhanger qui te donne forcément envie de découvrir le tome 7. Voilà, alors je sais pas trop quand je vais le lire. Je vous avoue que là actuellement au numérique il est à 15 € et ça m'embête un peu de mettre autant d'argent pour ce tome. Surtout que je pense qu'il va bientôt être publié en format poche vu qu'il est sorti l'année passée. Et en général quand la version poche sort, la version numérique baisse aussi. Donc voilà, moi je pense, combien je les ai payés? Je crois que je les avais payés 7 €. 5,99 € ou 6,99 € je crois les tomes en format numérique, puisque moi j'ai tous acheté en format numérique. Donc je pense que je vais un peu attendre pour essayer de l'avoir quand même à moitié prix, parce que là je trouve que c'est un petit peu cher. Mais voilà, vraiment très très chouette histoire que j'ai beaucoup aimé. Du coup là pour entamer le mois de la fantasy, j'ai décidé de lire le tome 1 de Blackwater, donc qui s'intitule La Crue de Michael McDowell. Voilà, c'est un format absolument sublime qui brille de toutes parts. Il est vraiment, voilà, il est vraiment très très joli. Donc il est publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Et on est ici dans un livre de fantasy. Donc en fait l'histoire se déroule en Alabama, mais si vous voulez l'auteur a pris des libertés par rapport aux fleuves, je crois que ce sont des fleuves. On se trouve ici en fait complètement dans une inondation, donc la ville a été inondée et les gens ont dû se retrancher dans les hauteurs parce que l'eau est montée jusqu'à genre le premier étage de toutes les maisons. C'est vraiment une catastrophe et voilà. Et donc les espèces de fleuves qui sont sortis de leur lit, donc qui sont à l'origine de cette inondation, n'existent pas dans la réalité. Donc voilà, il y a plein de libertés qui ont été prises. C'est de la fantaisie. Je vous avoue pour le moment je sais pas trop en quoi c'est de la fantaisie parce que il se passe rien de magique, mais il y a une femme en fait qui apparaît tout au début du livre. En fait c'est assez intriguant parce que vous avez comme ça donc deux personnages, deux héros qui décident en fait d'aller retourner dans la ville, et donc ils prennent un espèce de radeau, canoë, machin, et ils font le tour des, je sais pas pourquoi ils le font en fait, ils font le tour des bâtiments et ils aperçoivent dans une chambre, dans un hôtel, une femme qui est assise au bord d'un lit. Et donc du coup ils vont forcément s'approcher, interpeller la dame qui dit que voilà, ça fait 4 jours qu'elle est là, qu'elle attend qu'on vienne la secourir et voilà, et donc du coup elle monte dans le bateau avec eux. Mais il y a plein de choses qui sont assez interpellantes par rapport à cette femme parce que déjà elle est propre sur elle. Et puis elle dit qu'elle a passé ces 4 jours à dormir dans son lit. Mais en fait on remarque assez vite que l'eau est montée bien au-dessus du lit parce que vous avez des auréoles au niveau du mur. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Le fait aussi qu'elle dise qu'elle n'a pas mangé ni bu pendant 4 jours alors qu'en fait elle paraît hyper fraîche. Voilà, il y a pas mal de choses interpellantes par rapport à cette dame. Et voilà, je n'ai pas encore beaucoup plus d'infos parce que si vous voulez je suis à la page 52, donc j'ai franchement pas lu grand chose. Mais c'est un livre qui va se lire très très vite parce que franchement il est petit, c'est assez aéré et franchement voilà, en quelques jours ça va être lu. Mais voilà, je vous en parlerai complètement quand j'aurai terminé du coup le tome. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 7 mai. Le mois de la fantaisie a commencé et je voulais vous parler de ma première lecture dans ce challenge du mois de la fantaisie. J'ai commencé par le tome 1 de la série Blackwater, donc le tome 1 qui s'appelle La Crue, et l'auteur c'est Michael McDowell. Donc c'est publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Donc voilà la magnifique couverture, je vous en ai déjà parlé, ça c'est l'arrière. Et la tranche, franchement la qualité de la couverture est vraiment exceptionnelle. Et j'ai décidé donc de lire ce livre
pour le challenge, c'est pour le menu 1, c'est le menu haut, et donc il fallait lire une saga. Donc j'ai débuté avec ce tome 1 qui m'intriguait beaucoup. Il est tout petit, hein. Franchement il y a 250 pages, ça se lit extrêmement vite. J'étais hyper intriguée parce que je savais pas très bien en fait comment classer ce roman. On disait, j'ai vu que c'était de la fantaisie, mais c'était pas vraiment très clair. Et au final, je trouve que ce roman est impossible à genrer parce que effectivement, c'est de la fantaisie, mais l'aspect fantastique est vraiment très minime, très discret. Et c'est un peu horrifique, sans faire vraiment peur, mais disons qu'il y a un monstre en fait dans l'histoire. Il y a un monstre, on sait pas très bien, on sait plus ou moins à quoi il ressemble, mais c'est pas non plus hyper clair. On sait pas très bien ce qu'il fait là, qui il est, pourquoi, enfin voilà, j'ai pas envie de trop vous spoiler non plus, mais au final on le sait quand même assez rapidement dans l'histoire. Si vous voulez, on va suivre donc Oscar et Bray, je crois que c'est Bray qui s'appelle, qui sont sur un canot et qui donc sont partis dans leur ville, Perdido, qui a été victime de graves inondations. Et donc en fait la ville est complètement sous eau, l'eau est montée jusqu'au premier étage des maisons, même plus haut, et en fait tous les gens ont été évacués et se sont mis en hauteur, donc sur le haut de la ville ou je sais plus trop où, mais enfin bref en hauteur. Et donc là vous avez deux personnes qui ont pris leur canot pour aller voir un petit peu si, je sais pas en fait ce qu'ils foutent là. En fait c'est pas vraiment très clair, c'est pas vraiment expliqué pourquoi ils se baladent. Est-ce que c'est pour trouver de la nourriture, pour récupérer ce qu'il y a moyen de récupérer? On sait pas vraiment. Toujours est-il qu'ils vont jusqu'à l'hôtel de la ville qui est complètement sous eau, et ils remarquent qu'il y a une jeune femme dans une chambre. Elle est assise sur un lit, donc elle est au premier étage et donc c'est juste à la hauteur de l'eau. Et donc ils vont la secourir. Elle s'appelle Elinor, mais tout de suite on comprend qu'il y a quelque chose de pas normal avec cette jeune femme parce que elle dit qu'elle est là depuis 4 jours, qu'elle a pas mangé, qu'elle a pas bu. Or elle va bien quoi, voilà, elle est pas moche, enfin tu vois, elle est en bonne santé. Et aussi l'un des deux va remarquer qu'en fait l'eau, il y a des traces de montée de l'eau jusqu'à la moitié de la chambre, et donc elle dit qu'elle est restée là à dormir pendant 4 jours, ce qui est impossible puisque l'eau a complètement submergé le lit, etc. Donc voilà, on comprend qu'il y a quelque chose de pas normal avec cette jeune femme, et de fait assez vite voilà, on se rend compte de ce qu'elle est, de sa nature. Par contre on sait pas très bien pourquoi elle est là, et apparemment donc elle va jeter son dévolu sur Oscar, donc le membre de la famille, c'est comment la famille, attendez je vérifie parce que je vous avoue que moi les noms donc c'est la famille Casquet, qui est la famille on va dire la plus riche de la ville, puisqu'ils détiennent une scierie qui fonctionne très bien, et voilà, c'est vraiment une famille qui est assez aisée. Et Elinor va jeter son dévolu sur Oscar, le fils, mais c'est pas non plus dit explicitement. En fait ce qui est très étonnant dans ce roman, et qui moi a fait que je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, c'est qu'en fait on n'est pas du tout impliqué en tant que lecteur. Si vous voulez, c'est comme si vous regardiez des personnages évoluer, que vous étiez là tout en haut, vous les regardez évoluer, mais ça vous fait ni chaud ni froid, vous vous sentez pas du tout impliqué, il n'y a pas du tout d'émotion, rien de tout ça. C'est très bizarre. Du coup moi je me suis pas je suis pas rentrée vraiment dans le roman pour dire, parce que voilà, je me suis pas attachée à un personnage en particulier, je m'en foutais en fait de ce qui leur arrivait. On n'est pas dans leur tête non plus, en fait c'est vraiment une narration externe. Moi c'est vrai que je suis pas trop habituée à ça, et je suis pas forcément très friande, mais voilà, c'est une narration externe, c'est très bizarre. Je vous dis, il y a des aspects un petit peu fantastiques, mais c'est pas non plus... c'est très peu quoi, c'est juste que cette espèce d'Elinor qui en fait ce n'est pas vraiment humaine, donc c'est mentionné à plusieurs reprises, et puis on voit qu'il y a des choses qui sont bizarres par rapport à elle, mais c'est pas non plus, je veux dire, t'évolues pas dans un milieu où t'as de la magie etc, c'est pas du tout ça. C'est comme si t'évoluais dans notre monde où tu as une créature un peu space, voilà, je sais pas trop. Voilà, ce roman est vraiment très bizarre. Par contre ça se lit très vite. En fait moi l'impression que j'ai eue en lisant ce tome 1, c'était que c'était un roman, un tome introductif. Il ne se passe presque rien.
Il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas d'intrigue. Il n'y a pas d'intrigue en fait. Tu suis juste la vie de ces gens et c'est tout. Et le fait qu'il n'y ait pas d'intrigue, ben, c'est encore une fois, c'est très spécial. Ça, plus le fait que ce soit une narration externe, c'est vraiment particulier. Voilà, je vous avoue que j'ai acheté, je vous les montre, j'ai acheté le tome 2. Donc voilà, qui est comme ça, qui est toujours très très beau, hein, dans les tons encore une fois bronze. Le tome 2 s'appelle La Digue et le tome 3, je l'ai pris parce qu'il est sorti aussi. Voilà, comme je devais faire une commande, je me suis dit bah c'est bon, on prend les 2 tomes qui sont sortis. Le tome 3 s'appelle La Maison, donc encore une fois voilà, ils sont vraiment super beaux, hein. C'est vraiment très très joli comme roman. Je vous ai pas montré l'arrière du 2. C'est vraiment un très très beau travail éditorial. Voilà, je sais pas très bien ce que... Je sais pas, j'ai pris voilà parce que j'ai envie de continuer, parce que en un sens tu vois c'est un peu interpellant, t'as envie de savoir la suite, si tu te demandes mais qu'est-ce qui va se passer, quelle est la finalité de tout ça. Et d'un autre côté tu te dis bah je m'en fous en fait de ce qui leur arrive, parce que je suis pas du tout impliquée émotionnellement. Bref, moi j'ai pris en tout cas les 3 tomes. Voilà, déjà bah, ils sont très très beaux quoi, hein, voilà, quand vous avez la tranche comme ça toute brillante, je trouve ça trop trop joli. Je vous avoue quand même, pour être tout à fait honnête, que si la couverture n'avait pas été aussi jolie, j'aurais peut-être pas continué la série. Là vraiment je suis très très fort influencée par la couverture qui est belle, et que j'ai vraiment envie d'avoir ces ouvrages dans ma bibliothèque. J'ai pas beaucoup de livres physiques, mais quand ils sont très beaux comme ça, j'aime bien les avoir. Donc c'est voilà, je persiste parce que la couverture est belle et j'ai vraiment envie d'apprécier cette histoire. Mais pour le moment je vous avoue, je suis très dubitative. Voilà, je sais pas très bien quoi en penser, donc je vous dirai quand j'aurai lu la suite. Sinon point de vue achat, bah, du coup j'ai acheté celui-ci hein, de Jonathan Werber, donc qui s'appelle Là où les esprits ne dorment jamais. Donc en fait c'est aussi dans le cadre du challenge fantasy. Alors ici c'est pas de la fantasy, c'est plus du fantastique paranormal, quoique je sais même pas si c'est du fantastique, on va parler de spiritisme, mais est-ce que il va y avoir vraiment un aspect paranormal, ou est-ce qu'en fait par A plus B on va démontrer que ça n'existe pas? Je sais pas, mais voilà, j'avais envie de lire ce bouquin. Je l'ai pris en format papier parce qu'il coûtait moins cher que le format numérique. Je crois que c'était la moitié du prix que le format numérique. Voilà, je crois que je sais pas combien je l'ai payé, c'est un format poche, donc peut-être 8,50 €, et le format numérique je pense qu'il était bien à 15 balles. Donc voilà, j'ai pris ce roman là. Et alors je voulais vous montrer, j'ai reçu ce livre qui s'appelle Potelé, et donc l'autrice c'est Déborah Banwars, et donc c'est publié chez les éditions du Loir. Et en fait Déborah m'a très gentiment envoyé son premier roman parce qu'elle suit mes vidéos depuis très très longtemps, plus particulièrement les vidéos conseils d'écrivain, et voilà, il semblerait que mes conseils l'aient aidé à écrire son roman, ce qui fait trop trop plaisir. Et voilà, je suis vraiment très très touchée par son geste. Je suis vraiment impatiente de lire ce livre là. Comme on est dans le mois de la fantasy, je vais pas lire tout de suite, je vais attendre le mois de juin, mais après c'est sûr que je le lirai. Il m'intrigue beaucoup, voilà, c'est pas le genre d'histoire que je lis habituellement hein. Donc c'est avec une jeune femme apparemment qui rêve de devenir comédienne, mais qui est un petit peu ronde, et donc du coup c'est compliqué pour elle. Apparemment aussi elle galère à trouver l'amour, et en fait je pense que tous les maux, tous les problèmes qui lui arrivent dans sa vie, elle les remet sur le compte de son obésité. Je sais pas si elle est obèse, mais en tout cas elle a des kilos en trop. Et donc voilà, pourquoi pas. Je n'ai jamais lu de livre qui traite du surpoids, donc ça m'intéresse bien. Il y a plus ou moins 300 pages, ouais 309 pages. Voilà, je le lirai probablement au mois de juin et je vous en reparlerai, mais en tout cas encore merci à toi Déborah pour cet envoi, ça me fait vraiment très très plaisir. Point de vue lecture, là je suis en train de lire Galant de Victoria Schwab, et j'aime bien, pour le moment j'aime bien, je suis pas loin, je crois que j'ai lu 30% du livre, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vais clôturer ce petit vlog ici, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous débarquez ici et que vous appréciez mon contenu, et ben voilà, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, bye.